nous fait passer pour des zinzins complotistes, alors que c'est nous qui avons la science avec nous, on apporte toutes les preuves. Tous les députés seront couchés comme des veaux devant le gouvernement sans réfléchir, sans protéger la population, surtout et sans défendre notre santé. Pendant ce temps-là, ils oublient de dire qu'il y en a qui sont morts, d'autres qui sont paralysés, d'autres qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, maintenant les turbocancers. Franchement, je ne pensais pas vivre une période comme ça, de tels mensonges, de telles tromperies. Bonjour professeur Perronne. Bonjour. Stéphanie, donc pour le média en 442, je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. MEHA vient d'être lancé il n'y a pas si longtemps. D'abord, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez vous-même des conflits d'intérêts? Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Juste pour définir MEHA, il faut juste le définir. Absolument. C'est un acronyme anglais, c'est Make Europe Healthy Again. C'est un petit peu un clin d'œil à MAHA que Trump a créé aux États-Unis, Make America Make America Great Again. Et en fait, en français, c'est restaurer la médecine en Europe. Absolument. Et je crois qu'un site permet de comprendre ce que vous êtes en train de bâtir. Oui, ensemble avec beaucoup de compétences. Ce site, c'est gomeha.com. Il a été lancé quand et où et par qui ce grand mouvement de reconstruction? Alors la première réunion est toute récente, j'ai plus la date exacte en tête, mais enfin c'est tout récent. C'était au Parlement européen à Bruxelles. Alors l'initiative du côté européen vient de deux Autrichiens, une médecin que je connais pas mal depuis plusieurs années parce que j'ai participé à beaucoup de réunions internationales avec elle en Europe, aux États-Unis, au sujet de la crise Covid et de la santé en général. Cette médecin, c'est le docteur Maria Hummer-Mogg, et elle a lancé ça avec un député européen autrichien. Après, ils ont commencé à contacter des collègues en Europe, alors, pas que les médecins, parce qu'il y a des politiciens, il y avait des journalistes, il y avait des sociologues, des gens, même des représentants d'associations de malades, des psychologues, c'est finalement un panel d'experts assez large. Et ils ont contacté l'équipe de Kennedy aux États-Unis, Robert Kennedy Jr., qui est le nouveau ministre de la Santé aux États-Unis, qui fait un travail fantastique. Donc aux États-Unis, il a lancé MAHA. D'ailleurs, moi, j'avais été invité au dîner de gala de MAHA le jour de l'investiture de Trump à Washington, où j'avais pu rencontrer brièvement Kennedy. Bon, moi, je n'étais pas intime avec lui, mais je connaissais pas mal des gens de son équipe, à la fois en Europe et aux États-Unis. Il m'avait demandé d'écrire la préface du livre de Kennedy, qui s'appelle Anthony Fauci, Bill Gates, Bill Pharma. Alors j'ai écrit la préface de la version française, qui est sortie un an avant la version anglaise, publiée par Marco Pieter à Bruxelles. Et ce livre, je conseille la lecture, c'est un gros pavé, mais tellement bien documenté, c'est 40 ans d'enquête sur toutes les malversations de l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, il n'a jamais été attaqué une seule fois en diffamation, qui balance tout le monde, les noms, les dates, les choses précises. Donc c'est comme ça que j'étais un peu rentré en contact avec cette équipe de la santé. J'avais rencontré aussi Asim Malhotra, qui est d'origine britannique, qui conseillait de Trump pour l'alimentation. Lui, c'était un professeur anglais qui travaillait sur le diabète, le métabolisme, la nutrition, etc. Et sa mission est de lutter contre la malbouffe aux États-Unis. Donc il y a du boulot avec l'épidémie d'obésité, la surconsommation de boissons sucrées, qui est un fléau pour tous les pays du monde maintenant. Donc voilà un peu pour poser les cartes. Donc ces Autrichiens ont contacté les Européens, ont contacté l'équipe de Kennedy. Et puis Robert Malone, qui était, quand il était jeune, il disait, je crois qu'il avait 28 ans, il avait participé à la découverte aux études pour essayer d'utiliser les ARN messagers comme produits de thérapie génique. Au départ, ils avaient dans la tête de traiter des cancers. Ils avaient commencé à avoir une approche aussi peut-être pour les vaccins. Et alors maintenant, il est complètement remonté comme une pendule contre les soi-disant vaccins Covid, parce qu'il a réalisé que, même si au début il y croyait, il y a pas mal de temps quand il était jeune, il a vu que ça avait dérivé, qu'on avait utilisé ça à des fins qui n'étaient pas très honnêtes. Donc voilà, donc ils ont contacté Robert Malone, Sim Malhotra, l'équipe de Kennedy. Et donc le lancement a eu lieu au Parlement européen de Bruxelles, donc moi j'avais été invité. Et les deux représentants français dans le comité d'organisation, c'est Louis Fouché, qu'on connaît bien, notre médecin marseillais bien aimé, et Vincent Pavant, qui est un grand mathématicien.
Voilà. Et Rob Ross aussi, le député européen, a un rôle dans cette affaire. Rob Ross, il est présent, il doit être je crois qu'il est dans le comité d'organisation aussi, il était présent, je l'ai rencontré à chaque fois. On se salue de façon très chaleureuse parce que faut rappeler que c'est Rob Ross, maintenant il n'est plus député européen, mais il l'a été plusieurs années. C'est lui qui avait un peu coincé Madame Small, qui était la représentante de Pfizer. Le PDG de Pfizer n'avait pas voulu se déplacer quand il avait été convoqué pour une audition parlementaire au Parlement européen à Strasbourg. Donc il avait envoyé une de ses adjointes, Madame Small, et Rob Ross l'a fait un peu à la hollandaise. Les Hollandais, quelquefois, ils sont quelquefois un petit peu agressifs pour faire cracher le morceau. Il a dit, bon, écoutez, madame, je schématise, mais Madame Small, arrêtez votre baratin. On veut savoir, est-ce que oui ou non, vous avez fait des études pour démontrer que votre soi-disant vaccin Covid protège de la transmission. Parce que partout, tous les gouvernements disaient ça protège de la transmission. Si vous vaccinez ou si on vaccine les soignants, ça empêchera la transmission dans les hôpitaux, ça empêchera de contaminer la grand-mère, ça empêchera tout. C'est sur l'autoroute, c'était tous vaccinés, tous protégés. Et tout ça, c'était du pipeau, c'était une grande campagne internationale mensongère. Il y avait 0 étude. Elle était obligée de l'avouer, parce qu'elle était mal préparée, elle a bredouillé, elle a dit ben non, on n'a pas fait d'études. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour Rob Ross, que j'ai rencontré après plusieurs fois, parce que j'avais déjà été invité au Parlement européen à Strasbourg il y a quelques années, où j'avais été invité à faire une conférence, et était présent justement le petit groupe de députés européens éveillés qui luttent pour la transparence. Donc il y avait Christine Anderson, cette fantastique députée allemande, Rob Ross, hollandais. Il y avait je crois que c'est Torres de mémoire, c'est ce député roumain. Il y avait un député croate. C'est un jeune avec une queue de cheval, là j'ai oublié son nom, qui est très sympa. Il y a tout un petit groupe qui était fantastique et qui a vraiment fait un énorme boulot. Et donc je les connaissais un peu, on s'était retrouvés aussi au Parlement à Bruxelles il y a 2 ans, je crois. Donc on communique depuis déjà plusieurs années. Et là, ce groupe MEHA, Restaurer la santé en Europe, c'est d'essayer de construire quelque chose en Europe. En sachant que ça fait l'objet de mon discours, du très bon discours de quelques minutes lors de la conférence de presse à Bruxelles, c'était de dire le but c'est pas de calquer ce qui se fait aux États-Unis parce qu'on n'a pas du tout la même culture, le même système de santé. C'est pas non plus d'imposer une espèce de politique unique en Europe, ça n'aura aucun sens parce que en Europe chaque pays a sa culture, sa propre façon de voir la médecine, sa propre langue. C'est plus de communiquer ensemble, de s'inspirer des choses qui marchent chez les autres, de partager les échecs. Et puis, moi, ce que j'ai dit, ce serait bien qu'on se réunisse de façon régulière pour pouvoir justement dire où on en est, est-ce qu'on a pu avancer, etc. Parce que tous unis, on peut avoir du poids face aux politiciens, parce qu'aujourd'hui, on est pieds et poings liés, on ne peut rien faire, parce qu'il y a... Tant que tous les députés seront couchés comme des veaux devant le gouvernement sans réfléchir, sans protéger la population surtout et sans défendre notre santé, nous on nous fait passer pour des zinzins complotistes, alors que c'est nous qui avons la science avec nous, on apporte toutes les preuves, et qu'eux ils critiquent mais ils n'apportent jamais aucune preuve scientifique, sauf... Alors ça, c'était l'objet, quand j'avais été invité au Sénat américain l'année dernière, c'était l'objet de ma communication, la multiplication des fraudes scientifiques dans les journaux médicaux. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'horrible, parce qu'ils se basent souvent sur des données fausses. Absolument. Vous dites d'ailleurs tous ensemble qu'il s'agit de grands enjeux biopolitiques, industriels et même militaires. Ce sont des enjeux de souveraineté. Et par exemple, vous vous êtes levé récemment en vous exprimant publiquement contre la signature du traité pandémie de l'OMS. Oui. Vous pensez que c'est un danger imminent et qui demeure? C'est un danger grave. Alors, je crois qu'il n'a pas encore été complètement entériné, mais enfin, là, il y a eu comme un vote, je crois, qui a eu lieu récemment. Ils ont réussi à rentrer par la fenêtre alors que ça n'avait pas été voté la fois d'avant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, normalement l'OMS est une très belle institution créée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une branche de l'ONU finalement pour
coordonner tous les pays pour la santé publique de la population mondiale. Donc moi quand je suis arrivé à l'OMS, j'étais vice-président du groupe d'experts pour les vaccins pour la grande Europe de l'OMS, qui est une Europe eurasienne, qui inclut tous les pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui inclut la Russie, toutes les républiques russophones d'Asie centrale, la Turquie, même Israël. Donc ça, j'étais vice-président de tout ce groupe d'experts. Donc l'Europe, quand je suis arrivé, l'OMS, quand je suis arrivé il y a quelques années, c'était une belle institution. J'ai rencontré des gens remarquables de tous les pays. J'avais beaucoup d'admiration pour l'OMS. Et puis j'ai vu la dégringolade. C'est ça que j'ai vu progressivement la colonisation de l'OMS par Bill Gates. Et maintenant, l'OMS appartient financièrement à Bill Gates, à l'industrie pharmaceutique. J'ai vu les lobbies proliférer à l'OMS pour influencer les décideurs. Et puis j'ai vu beaucoup d'experts qui étaient bourrés de conflits d'intérêts, qui sont cachés à peine, qui représentaient les pays pour la politique vaccinale. Donc voilà, l'OMS a commencé à être sous la coupe de ces gens-là. Et leur but, comme il y a des pandémies, maintenant on s'aperçoit qu'elles ont été créées de toutes pièces, c'est de prévoir de créer de nouvelles pandémies pour affoler tout le monde. Et comme ça, avec ce traité, le directeur général de l'OMS pourra tout seul dans son bureau décider des mesures liberticides terribles contre tous les peuples en passant au-dessus des gouvernements. Donc Macron ou le chancelier allemand dit c'est pas de notre faute, hein, c'est l'OMS qui a décidé, nous on n'y peut rien, on est obligé d'obéir, et ils pourront ordonner un confinement parce qu'il y a une vache qui a éternué, ils pourront imposer un nouveau soi-disant vaccin ARN messager à toute la population parce qu'on va tous mourir, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est comment des États peuvent accepter de tomber sous la coupe comme ça de machin, comme dirait De Gaulle, de superstructure internationale. Et d'intérêt privé. Alors ce qui va bien dans notre sens, c'est que Trump a réagi en disant, parce que les Américains sont assez chatouilleux sur leur indépendance politique, il dit on ne va pas se mettre sous la coupe de l'OMS, donc il a d'ailleurs dit qu'il a coupé les financements. Ça n'aura lieu que dans quelques mois, parce qu'il y a toujours un an de décalage entre la coupe du budget et l'application. Enfin, c'est quand même un gros budget au moins pour l'OMS. L'Angleterre, je ne sais pas si ça en est aujourd'hui, mais il y a quelques mois, les députés anglais étaient révoltés parce que les Anglais sont assez chatouilleux aussi sur leur indépendance politique. On ne va pas tomber sous la coupe de ce machin. Donc, bon, évidemment, Macron, il adore, il s'agenouille devant l'OMS. Ça, on a l'habitude, hein, comme d'autres pays. Je crois que Mélanie aussi, elle était un peu réticente. On va voir. Alors, je sais qu'ils ont réussi à passer une loi, mais il n'y a pas encore tous les décrets d'application, que je ne connais pas le détail de leur politique, mais franchement, c'est quelque chose de très inquiétant. C'est pour ça que moi, j'avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an et demi pour protester contre ça. Mais on voit qu'ils s'en moquent et ils continuent d'avancer, parce que leur but, c'est de rendre toutes les populations esclaves d'une politique unique. C'est pas du tout, ils ne se battent pas du tout pour notre santé. D'ailleurs, vous dites avec Louis Fouché, donc ce mouvement va servir à bâtir la santé de demain. Notamment, vous allez vous intéresser à la gestion des datas, aux épidémies émergentes, aux maladies chroniques des citoyens, etc. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Et donc, vous avez annoncé que des groupes d'experts, comme le Conseil scientifique indépendant, Réinfo Santé, les enfants d'Hippocrate, vont être mis à contribution pour construire ce monde de demain. Oui, ce qui est intéressant, c'est que donc, MEHA, donc Restaurer la santé en Europe, c'est un groupe qui est en train de se construire. C'était annoncé publiquement qu'il y avait le lancement à Bruxelles quelques jours après. Et moi, quand j'étais dans le train pour Bruxelles, je recevais déjà sur mon téléphone des SMS d'amis ou de gens que je connaissais qui dirigent des associations, soit des associations de malades, soit des associations un peu militantes pour la restauration d'une médecine transparente et au service des populations. On connaît tous plein de petits groupes d'associations qui sont très actifs, il faut les remercier depuis quelques années. Et là, d'un seul coup, ils me disent « Christian, c'est super ce que vous faites, on aimerait se joindre à vous, comment on peut aider ?» Donc on a l'impression que ça a déclenché un mouvement et que les gens sont... J'espère que ça va marcher, hein, parce qu'il y a toujours des rivalités dans ces associations. C'est pas toujours facile à coordonner, mais là on sent qu'il y a un élan qui vient de la base et je trouve ça plutôt sympa. Alors après, il faut qu'on construise ça petit à petit, il ne faut pas se faire ça de façon précipitée.
Surtout, il faut toujours s'appuyer sur des données scientifiques solides, ce qu'on fait depuis le début. Avec l'association Bon Sens, moi je remercie mes collègues de Bon Sens, il y a Xavier Azalbert de François, mais c'est un journaliste, mais c'est avant tout un mathématicien, un statisticien hors pair. Il y a Jean-François Lesgarde, qui est un excellent mathématicien aussi. Avec des scientifiques comme ça de très haut niveau, on a pu débusquer des études frauduleuses, on a pu obtenir la rétractation de l'article de Pradel qui disait soi-disant que la chloroquine avait tué 17 000 personnes. En fait, toutes ces données avaient été inventées, mais très soutenues par les politiciens et les médias, malheureusement. Là, on est en train d'attaquer un article qui est sorti dans le New England Journal of Medicine qui dit que le vaccin Covid a sauvé beaucoup de monde. Et en fait, on est en train de démontrer que toutes ces données sont fausses. Ils ont sélectionné des données qui les arrangeaient, ils ont mis de côté. C'est ça le problème quand ils font ces soi-disant méta-analyses, d'analyser tout ce qui est publié. Ils font ce que les anglo-saxons appellent le cherry picking, c'est-à-dire piquer des cerises, mais c'est une image pour dire ils sélectionnent les articles qui les arrangent et les autres ils disent non mais ça c'est pas bon, c'est un article complotiste, c'est pas un bon journal, on ne le prend pas. Et ça on n'a pas le droit de faire ça en science. Et malheureusement ça n'arrête pas. Moi je n'en peux plus de voir ces études biaisées, frauduleuses qui pullulent depuis plusieurs années, sur lesquelles nos détracteurs s'appuient pour dire, voyez, c'est la vraie science, alors que c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, vous dites que vous avez eu des victoires avec l'association Bon Sens, notamment contre le professeur Molimar qui était entré en guerre contre l'hydroxychloroquine et le professeur Costaglia qui était entré en guerre contre l'ivermectine. Oui, alors Molimar, en fait, je crois qu'il n'était pas co-auteur, mais c'est lui qui a soutenu, qui était sur tous les médias pour que l'étude de Pradel, dont je viens de parler, qui disait qu'il y avait eu 17 000 morts avec la chloroquine, il était partout, donc c'est un professeur, je crois qu'il est dans la pharmacologie à Bordeaux. D'ailleurs, on ne l'entend plus trop, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que Macron récemment a dit je vais créer un nouveau conseil pour nous dire ce qu'est la vérité scientifique. C'est quand même grave, hein. Et qu'est-ce qu'il a mis, Molimar et Costagliola? Effectivement, Costagliola pour l'ivermectine, c'est public, donc je peux le dire. D'ailleurs, on n'a jamais protesté quand plusieurs personnes, dont moi, en avons parlé. Il y a quelques années, il y avait un professeur anglais, Andrew Hill. D'ailleurs, je l'avais connu à l'OMS, je l'avais croisé quelques fois parce qu'il travaillait pour les vaccins. Je crois qu'il était d'une université anglaise prestigieuse. Et l'OMS lui avait demandé de faire une analyse de tout ce qui était publié sur l'ivermectine. Et je pense qu'il son université a reçu de l'argent, tout ça, pour faire cette étude. Et l'OMS pensant naïvement qu'il allait démontrer que l'ivermectine ne marchait pas. Et puis patatras, son étude montre que l'ivermectine marche très bien, que ça a sauvé beaucoup de vies. Il est enthousiaste au début, c'était un gars. Moi, Andrew Hill, quand je l'ai connu, c'était un type plutôt sympa, qui avait l'air sincère. Il s'exprime dans les médias britanniques, internationaux, pour dire ouais, c'est génial, l'ivermectine, ça marche. Immédiatement, il est convoqué au NIH, qui est l'équivalent de l'INSERM, l'Institut de recherche américain. À l'époque, c'était Fauci, le président, le directeur. Maintenant, il a été viré, mais toujours pas mis en examen. Et alors, je ne sais pas s'il a vu Fauci lui-même ou un de ses sbires, mais il est revenu des États-Unis la queue basse en disant « Ah, mais finalement, je me suis emballé un peu trop vite, j'aurais pas dû conclure ça parce que les études sur lesquelles je me suis appuyé n'étaient pas très bonnes, il faut tout refaire, repartir à zéro. » Et bon, ça se voyait qu'on l'avait retourné totalement. Bon, il n'avait pas peut-être trop le choix. Et une chercheuse anglaise que je connais, je l'ai rencontrée plusieurs fois, qui est très sympa et compétente, Tess Lawrie, connaissait Andrew Hill. Ils se connaissaient parce que tous les chercheurs se connaissent plus ou moins. Et un jour, elle l'appelle et écoutez Andrew, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait en changeant vos conclusions. Vous savez combien il y a de morts du Covid dans le monde? À l'époque, je crois qu'il y avait 4000 morts, je ne sais plus le chiffre exact par jour, 9000 morts là-bas. Si vous dites qu'il faut reprendre des études à zéro, ça va demander des mois et des mois. Vous aurez combien de morts sur la conscience, alors qu'on sait que l'ivermectine marche très bien, que ça a été démontré dans ce que vous avez fait. Et lui dit oui, je sais, mais vous savez, je veux me comprendre, je suis ennuyé, j'ai subi beaucoup de pression. Et il ne savait pas qu'Andrew Hill l'enregistrait. Donc il a avoué qu'il avait été obligé de retourner sa veste, ce qui n'était pas très glorieux. Et puis Tess Lawrie lui demande, mais Andrew, qui vous a le plus influencé pour changer vos conclusions? Il a dit, c'est le professeur Dominique Costagliola de l'INSERM à Paris. Et là, il s'est fait piéger parce que ça a été enregistré. D'ailleurs, depuis le silence radio, elle n'en a jamais dit un mot.
On voit que Dominique Costagliola a eu le Grand Prix de l'INSERM, c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on voit que des personnes qui ont cherché à manipuler des données se présentent en défenseurs de la science. Pour moi, c'est quand même le comble. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes totalement favorable, tel Robert Kennedy Jr., à une évaluation scientifique des médicaments et des vaccins, avec des études totalement indépendantes de l'industrie pharmaceutique, évidemment. Et donc, vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt totalement en faveur des libertés, notamment les libertés vaccinales. Vous voulez nous en dire deux mots? Oui, parce que c'est vrai qu'avant, quand il y avait quand même des épidémies mortelles dans les années 50-60, diphtérie, tétanos, polio, c'était obligatoire. Ça pouvait peut-être se justifier un petit peu à l'époque. Après, ces épidémies étaient rapidement contrôlées. Il y avait le BCG aussi pour la tuberculose qui était obligatoire. C'est moi qui avais obtenu, moi pas tout seul, mais je présidais le comité des vaccinations. Je m'étais battu 10 ans auprès des autorités pour faire suspendre l'obligation vaccinale BCG. Donc je me suis déjà battu contre les obligations. Et aussi, il faut rappeler maintenant qu'on parle beaucoup dans les médias de possibles obligations vaccinales grippe saisonnière tous les ans pour les soignants, les personnes travaillant en établissement de santé. C'était déjà dans la loi du temps de Xavier Bertrand. Ça avait été voté. Moi, je n'avais pas été très content. J'étais président à l'époque du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Et pour passer sa loi, Xavier Bertrand était tenu de demander l'avis du Conseil sup, comme on disait, dans ce que je présidais, pour valider les décrets d'application. Et là, j'avais écrit une belle lettre à Xavier Bertrand, pas tout seul, avec tous mes collègues, pour dire s'il y avait vraiment une pandémie très mortelle, peut-être ça pourrait se justifier de façon transitoire, mais pour une grippe saisonnière, ça n'a aucun sens, surtout que le vaccin grippal n'est pas très très actif. Bon. Et Xavier Bertrand, il avait accepté, il avait été sympa, il avait signé un arrêté de suspension. C'est pour ça que je n'ai pas compris quand il y a eu toute cette agitation médiatique qui passe une nouvelle loi, parce qu'en fait c'était déjà dans la loi depuis plusieurs années. Et qu'un simple arrêté de ministre peut réactiver. Mais même Roselyne Bachelot en 2009 n'avait pas osé le réactiver pour la pandémie de 2009. Donc alors peut-être qu'ils ont changé la loi, ils l'ont peut-être modifié un petit peu, c'est pour ça qu'ils ont fait un nouveau texte. Et c'est là encore, c'est moi, avec l'aide de mes collègues, qui avions obtenu l'abolition de cette obligation vaccinale. Donc comme je m'étais déjà battu, c'était des choses concrètes contre les obligations. Après, bon, diphtérie, tétanos, polio, ça ne me gênait pas trop, mais ça gênait beaucoup les juristes en France parce que ils disaient pourquoi il reste 3 vaccins obligatoires et tout le reste, parce que déjà les 11 vaccins, puis maintenant il y en a 13 ou 4, ils étaient déjà recommandés depuis des années. Tant que ce n'était pas obligatoire, ça ne dérangeait pas les parents. Ça ne suscitait pas d'opposition majeure. D'autant plus qu'ils étaient composés différemment peut-être à l'époque et avec moins de soucis. Bon, pour l'instant, c'était les mêmes façons de composer, sauf qu'ils ont changé sans nous le dire entre-temps. Mais disons qu'il y avait une très bonne acceptation, que plus de 90% ou 95% des enfants étaient vaccinés. Mais les juristes disaient soit tout doit être obligatoire, soit tout recommandé non obligatoire, parce qu'il n'y a pas de justification de faire des 2 poids 2 mesures entre les vaccins. Et nous, on en avait beaucoup discuté au sein du comité technique des vaccinations et du Haut Conseil de la santé publique. Et on avait plutôt conseillé au gouvernement de rendre tout non obligatoire. Après, il faut faire attention, s'il y a des épidémies qui repartent, il faut surveiller très étroitement les maladies pour ne pas non plus faire n'importe quoi et éventuellement revoir la copie s'il n'y a pas un bon impact. C'était plutôt notre position officielle. Après, moi, j'ai démissionné du Haut Conseil de la santé publique pas très longtemps avant le Covid, parce que j'en avais marre, ils nous enlevaient tous les moyens et ils nous demandaient de plus en plus de boulot. Mais en fait, ils nous avaient un peu virés du ministère quelques années avant, en changeant le Conseil supérieur d'hygiène publique de France en Haut Conseil de la santé publique, parce que je pense qu'on avait à l'époque une vraie expertise indépendante. On travaillait main dans la main avec des médecins qui étaient super à l'époque à la Direction générale de la santé, qui étaient des gars honnêtes, sans aucun conflit d'intérêt. Alors c'est pareil, ils ont viré la plupart des médecins de la Direction générale de la santé, parce que c'est réduit maintenant à peau de chagrin. Et je pense que c'est là qu'ils ont dû commencer à faire entrer au ministère des cabinets de conseil comme McKinsey. Donc finalement, les experts, les vrais experts indépendants tels qu'il y a eu, alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens quelquefois un peu corrompus ou qui essayaient de faire passer des trucs dans les commissions, mais moi je les dépistais, puis j'avais fait passer des règlements intérieurs très stricts pour la déclaration des conflits d'intérêts. Moi j'étais intraitable, s'il y avait un conflit d'intérêts majeur, ils avaient le droit d'assister à la séance éventuellement. Ils pouvaient donner leur avis, mais après ils devaient sortir de la salle pour la décision finale et le vote. Et c'était écrit que machin n'avait pas voté
et dans les comptes rendus publics. Bon, après, pendant la crise Covid, tout ça c'était oublié. Là, plein de gens qui participaient aux décisions ne faisaient pas partie du Haut Conseil. Il n'y avait plus de vote, il n'y avait plus de compte rendu. C'était n'importe quoi. Donc moi, c'est moi qui suis parti du Haut Conseil, parce qu'il y en a qui ont dit ouais, Perron, ils l'ont viré, mais on m'a jamais viré. Au contraire, ils m'ont supplié de rester parce que j'avais fait un très bon boulot depuis des années. Mais moi, j'ai dit je peux plus travailler dans ces conditions, ça devenait n'importe quoi. Et je crois que j'ai bien fait d'ailleurs de démissionner au bon moment. Et après, Agnès Buzyn est arrivée comme ministre, et c'est elle, moi j'étais déjà plus aux manettes, qui a rendu obligatoire tous ces vaccins. Et voilà, donc c'est la situation actuelle. Et maintenant, au vu de tout ce qui se passe, d'autant que j'ai totalement perdu confiance dans l'industrie pharmaceutique. Moi, j'avais une grande confiance. Bon, il y avait de temps en temps, on voyait un petit peu de magouille, de petite corruption. Moi, je disais, bon, c'est comme ça partout, malheureusement. On est obligé de faire avec. Là, on voit, ça a été dévoilé dans le livre de Kennedy, mais dans plein d'autres choses, la corruption est majeure, elle est systémique, chez tous les leaders d'opinion majeurs, dans des sociétés savantes, partout, dans les journaux médicaux, que je n'ai plus confiance. Et quand on sait que c'est pareil dans l'industrie chimique, quand on vous vend des herbicides, on déclare qu'un produit alors qu'il y en a 10 dedans, mais qui ne sont pas mis sur l'étiquette parce qu'il y a des lois qui protègent les fabricants. On se dit, on n'arrive pas à voir la composition des soi-disant vaccins Covid. On sait qu'il y a plusieurs compositions selon les labos, peut-être selon les périodes. C'est aucune transparence. Donc je me dis, si ça se trouve, ils sont capables de nous mettre des produits qu'ils ont rajoutés en douce maintenant. Je pense qu'ils ne le faisaient pas il y a 20 ans, mais maintenant ils en sont capables, puisqu'ils nous ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Parce que quand on voit qu'en Slovénie, c'est les Slovènes qui l'avaient déclaré la première fois, au début de la vaccination Covid, la pseudo-vaccination, pardon, il y avait une dame qui était dans l'équipe d'organisation de la vaccination qui avait craqué, et en public, à visage découvert, elle avait dit « moi j'en peux plus parce qu'on a des listes de numéros de lot ». Et on sait si ça va être du placebo, du faiblement dosé, du fortement dosé. Et on a des ordres pour faire le placebo aux politiciens, aux journalistes, à certains médecins, aux VIPs, entre guillemets. Et si ça s'est fait en Slovénie, je pense naïvement que ça pu se faire aussi ailleurs. Hein. Je n'ai pas de preuves, mais bon, c'est probable. On sait en plus, il y a un site aux États-Unis, c'est How bad is my batch? Quel est le niveau de nocivité de mon lot? C'est en anglais, mais on peut retrouver, selon les numéros de lot, des proportions d'effets secondaires graves très différents. Parce que je pense qu'au début, ils n'avaient pas eu le temps de produire assez, même s'ils construisaient des usines, et que beaucoup de gens, au début, se sont fait inoculer du placebo. Donc ça rassurait la population, il n'y avait pas d'effets secondaires. Puis après, mais quand on voit, c'était pas du tout les mêmes lots selon les pays, même avec la même marque. Il y a des pays qui ont fait l'AstraZeneca, qui a été interdit parce qu'il y avait trop d'effets secondaires, qui avait rendu les gens séropositifs pour le virus du sida en Australie. C'était le gouvernement australien qui l'avait dit, c'est pas moi. Hein. Tout ça n'a pas été camouflé. Voilà, donc il n'y a plus de transparence. Moi, j'ai plus confiance. Et le livre de Kennedy, pour ça, est très intéressant parce qu'il montre que on compare plus, par exemple, les vaccins à un placebo, ou alors un ancien vaccin, on le compare à l'excipient du vaccin qu'on est en train de tester. Et si dans l'excipient il y a plein de saloperies, les effets secondaires vont être identiques dans le groupe soi-disant placebo et dans le groupe vaccin, mais en fait les deux auront reçu les cochonneries, donc ça ne permettra pas de mettre en évidence une différence. C'est pareil, les manipulations dans les études sur les vaccins sont odieuses, par le soi-disant vaccin Covid. Comme la plupart des effets secondaires survenaient dans les 15 premiers jours, ils l'avaient très vite repéré. Très vite, ils ont fait un texte en disant « Ah ben, on ne prend en compte les effets secondaires qu'au-delà de 15 jours ». Donc ça veut dire que les 3/4 des effets secondaires basculaient dans le groupe témoin qui n'avait pas reçu le vaccin alors qu'ils avaient reçu le vaccin. C'est comme ah ben, si vous n'avez qu'une dose, ça ne compte pas. Quoi. Ils ont pas arrêté de truquer. Puis surtout, quand ils commençaient à suivre les populations inoculées, non inoculées, sur un moyen terme, disons, c'était même pas à long terme, ils ont tout de suite vu les différences d'effets secondaires qui continuaient d'apparaître. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ah ben c'est pas éthique puisqu'on a prouvé, soi-disant, alors que les études étaient truquées, que ça marche. On ne peut pas laisser ces pauvres populations non vaccinées abandonnées. On inocule tout le monde. Et du coup, ben, les effets secondaires se sont trouvés identiques dans les deux groupes. Et donc après, ils peuvent publier, ben, voyez, sur un suivi à 3 mois, il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que notre vaccin est très sûr. Mais pendant ce temps-là, ils oublient de dire qu'il y en a qui sont morts, d'autres qui sont paralysés, d'autres qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, maintenant les turbocancers, que les femmes et même les hommes sont devenus stériles. Tout ça, on passe ça sous silence. Puis quand ça explose dans toutes les bases de données internationales, qu'il y a des effets secondaires partout, que la mortalité augmente dans tous les pays qui ont inoculé, mais pas dans les autres, que la fertilité chute, ah ben on ne sait pas d'où ça vient, oui c'est inquiétant, et puis qu'il y a des cancers, ah, ça doit être le réchauffement climatique, ou quand ils racontent n'importe quoi, ou le stress, j'ai entendu ça de la part des soi-disant experts. Bon, il ne faut pas se moquer du monde, on sait très bien d'où ça vient. Et malheureusement, ils avaient dit le vaccin restera 3 jours au maximum dans les pôles, il n'ira pas ailleurs. On en trouve partout, de la protéine de pointe spike là, et l'ARN messager venant de l'inoculation. Et on en a même trouvé, parce qu'on l'a recherché plus de 2 ans après. Si on fait une étude 3 ans après, on en retrouvera peut-être encore. Plus de 2 ans après, il y a encore des gens qui sont bourrés de protéines spike, d'ARN messager, et qui peuvent faire des caillots, etc. Alors, on voit que les effets secondaires peuvent continuer à apparaître au fil des années, parce que les gens continuent à produire ces saloperies. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'ils ont pas mal avancé quoi, pour faire des nouveaux vaccins ARN messager autoréplicants. C'est-à-dire que là, ce sera ad vitam aeternam que la personne qui aura reçu une seule injection produira ces protéines toxiques. Alors eux, ils disent « Ah oui, c'est génial parce qu'il n'y aura besoin que d'une seule injection. » Ben oui, parce qu'après, on transforme le corps en usine à vie. Pour moi, c'est criminel de faire ça. Puis là, on voit, ils vaccinent à tour de bras avec l'ARN messager les animaux. Et puis, ils menacent, hein, parce que si les paysans n'acceptent pas les vaccins, ben, on tue leurs vaches, on tue leurs volailles, on tue avec des soi-disant épidémies très dangereuses qui n'en sont pas. Et puis derrière, il y a Bill Gates qui est très content parce qu'il veut qu'on arrête de manger de la viande bovine pour fourguer ses steaks synthétiques. J'ai lu récemment un article comment c'était fabriqué, bon, c'est pas très réjouissant. D'ailleurs, tant qu'on est sur les questions d'obligation vaccinale, qu'est-ce que vous pensez de l'obligation vaccinale contre la grippe et du récent rejet par les députés à 108 contre et 95 pour sur 206 votants, donc concernant cette obligation vaccinale pour les résidents des EHPAD et de certains soignants. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce vaccin, de son efficacité Je m'en réjouis parce que, comme je disais tout à l'heure, je m'étais battu à l'époque de Xavier Bertrand pour obtenir un arrêté de suspension de la loi. Ça n'a aucun sens. Le vaccin grippal marche éventuellement, pas tout le temps, mais peut marcher chez des sujets jeunes en bonne santé, mais il ne marche presque pas chez les personnes âgées et chez les immunodéprimés qui seraient les populations qu'on aurait le plus le besoin. Même au sein du comité de vaccination, il y a des experts qui on est obligé de le recommander pour les personnes âgées, mais franchement, quand on regarde les données, il n'y a rien où on voit que ça ne marche pas chez les personnes âgées. Donc, vacciner de force dans les EHPAD, c'est pas ça qui va contrôler la grippe dans les EHPAD, c'est ça, plus les mesures d'hygiène, éventuellement de donner l'océtalmivir, c'est le Tamiflu en traitement très précoce, sur une durée très courte. Bon, il peut y avoir des effets secondaires, mais enfin, si c'est bien surveillé, ça marche quand même. Que de s'amuser comme ça, inoculer. Alors, le vaccin grippal saisonnier, c'est une vache à lait pour l'industrie pharmaceutique parce que, d'abord, le vaccin est donné à des personnes en bonne santé, ça touche beaucoup de monde, et c'est tous les ans. C'est d'ailleurs pour ça, moi, ça m'avait écœuré parce qu'il y avait une équipe, alors je retrouve l'article, il est un peu ancien, il y avait une équipe de chercheurs qui avait trouvé un antigène commun à toutes les souches de virus grippal A, quels sont les principaux virus dangereux. Parce qu'on vaccine toujours, tous les ans ça change, il y a le A1, le A3, le A5, H5, etc. Les antigènes changent et tous les ans il faut adapter des nouveaux vaccins. Ce qui rapporte énormément parce que ça oblige à revacciner tout le monde. S'ils avaient développé le vaccin à antigène unique qui ne bouge pas,
on pourrait vacciner une fois, peut-être pour 5 ans, pour 10 ans, je ne sais pas. Et là, l'industrie a enterré l'étude, n'a jamais financé le développement de cette stratégie, parce que pour eux, ce serait couper la branche sur laquelle ils sont assis. Le vaccin grippal, c'est vraiment une mine d'or. Donc cette histoire, elle est beaucoup plus une histoire de gros sous qu'une histoire de santé publique, hein, à mon avis. Et puis d'ailleurs, j'ai vu une étude de surveillance de population, là c'est assez inquiétant d'ailleurs, parce qu'il montre qu'en population générale, finalement les vaccinés font pas moins de grippe que les autres, et même il y avait une étude qui montrait qu'ils avaient tendance à en faire plus. C'est un peu curieux, bon, j'ai pas pu vérifier si c'était parfaitement exact, mais enfin, il y a quand même des interrogations suffisantes pour prendre un peu de recul avant de faire une obligation. Et là encore, ça va contre les traités internationaux, on n'a pas le droit de rendre obligatoire un produit. Bon là, il est peut-être plus trop expérimental, le vaccin grippal. Enfin, en tout cas pour le Covid, c'est expérimental, là, ça devrait être totalement interdit. Voilà, mais l'obligation, ça doit vraiment rester l'extrême limite quand il y a un danger grave, ce qui n'est pas du tout le cas avec la grippe. Et quand le produit a fait ses preuves et qu'on peut le prouver de façon indépendante? Voilà, alors pour l'instant, il y a des effets secondaires du vaccin grippal, mais il n'y avait rien de très méchant, hein, honnêtement. Bon. Mais maintenant qu'ils sont capables de rajouter, et surtout, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que s'ils passent la loi, là, je veux dire, bon, le vaccin grippal, c'est pas gênant, ok. Mais il faut bien voir qu'ils sont en train ils essaient d'avoir les AMM, les autorisations de mise sur le marché pour des nouveaux vaccins grippaux et autres ARN messagers. Et une fois que ce sera dans la loi obligatoire, l'année prochaine, il y aura ben non, on a arrêté de fabriquer l'autre vaccin, c'était un vieux truc. Maintenant, on a un truc génial, ARN messager, mais ce sera obligatoire. Et ils vont resuspendre les soignants. Là, je pense que ce sera la révolution dans les hôpitaux. Parce que déjà, les hôpitaux sont à l'agonie parce qu'il n'y a plus de personnel. Moi, je connais plein de médecins, d'infirmières, même quand ils ont été réinvestis de leur poste, et souvent on les a mis sur des postes subalternes, on les a vraiment humiliés quand ils sont revenus. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi je me suis cassé, j'en peux plus. Des médecins qui ont arrêté de faire de la médecine, qui font de la naturopathie, des infirmières qui sont reconverties dans d'autres boulots, qui se mettent à faire de la permaculture ou à faire de la boulangerie, qui ne supportent plus cette mise en coupe totale de la médecine et des soins par une administration totalement délirante et dictatoriale. Voilà, la médecine c'est un art, il faut respecter une liberté de prescription, une liberté de soins, une liberté pour les soignants. D'ailleurs, avec le docteur Fouché, vous disiez, en parlant de conflit d'intérêts, par exemple, que Emer Cook, l'actuelle présidente de l'Agence européenne du médicament, a été précédemment présidente du lobby des industries de santé. Est-ce qu'on n'est pas là dans des conflits d'intérêts grossiers? On le voit aux États-Unis, mais en Europe, c'est les mêmes qui rentrent à l'Agence du médicament. Alors ça peut être européenne ou la FDA, qui est l'équivalent aux États-Unis. Alors ils arrivent d'un grand laboratoire pharmaceutique, pendant 5 ans ils dirigent l'agence, après ils retournent avec un poste encore plus important dans un autre labo. Et en fait, c'est les mêmes qui sont à la tête des plus grands labos pharmaceutiques qui font une période comme ça à l'intérieur des agences publiques qui devraient être totalement indépendantes et dépourvues de conflits d'intérêts. Donc tout ça, c'est une grosse fumisterie. Quand on voit, alors je ne sais plus la somme exacte, il faudrait rechercher dans le livre de Corinne Lalo, elle a écrit un livre remarquable sur la gestion de la crise Covid. L'argent que Pfizer a donné à la FDA, à l'Agence du médicament européenne, pour avoir une autorisation temporaire d'utilisation en 10 jours. Avec des dossiers qui faisaient des dizaines de milliers de pages. Comment les experts ont pu lire ça en 10 jours? J'y crois absolument pas. Surtout que maintenant, les dossiers qui étaient secrets pour 70 ans, normalement, secret défense, grâce à l'action de juges américains qui ont été top, ils ont obtenu la publication des textes de Pfizer. Et il y a des milliers de chercheurs dans le monde qui les ont épluchés, qui ont fait des synthèses, qui montrent qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses dans ces dossiers. Il y avait des choses. Il y avait même une femme, j'ai oublié son nom, qui travaillait pour une boîte qui sous-traitait pour Pfizer pour mouliner les données, les statistiques, etc. Et elle l'avait dit elle-même publiquement. Elle avait même écrit dans le British Medical Journal à l'époque un article pour dire j'ai constaté des irrégularités terribles, ce qui est publié en partie faux. Quand ils avaient dit dans le New England Journal of Medicine, ça y est, on a un vaccin génial. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé, les grands médias n'en ont jamais parlé. Elle a été virée de son poste, elle avait un poste important, elle a été, comme récompense d'avoir dit la vérité, elle a été immédiatement virée, bon, ça paraît normal maintenant.
dans le monde où on vit. On vit un monde de fous quand même. Et donc voilà, tout est truqué, tout est caché. Quand on pense qu'il y a un conseil de défense ultra secret pour gérer une petite pandémie qui n'a pas tué plus que d'habitude, où malheureusement il y a eu des morts, il faut les respecter. Il y a eu beaucoup de personnes âgées, très âgées, ou des très grands obèses, des grands diabétiques, ou des gens très fragiles qui sont décédés. Mais quand on sait qu'on aurait pu les traiter, les guérir à 80% si on avait donné le traitement précocement, ça me fait mal, hein, parce que on a vraiment laissé les gens mourir non traités. Et finalement, Pierre Chaillot l'a très bien montré, il y a eu un peu de pic de mortalité chez les gens hyper fragiles de plus de 85 ans et autres, mais il n'y a eu aucun excès de mortalité chez les plus jeunes, alors qu'on disait, même les jeunes, on a obligé les enfants à se vacciner. Alors que les enfants, la première année du Covid, je crois que s'il y en a eu 5 qui sont morts, c'était des maladies génétiques très rares, et ils n'avaient plus aucune défense immunitaire. Et après, il y a eu 0 mort chez les enfants. Et j'ai même entendu Agnès Buzyn, il y a quelques mois, critiquer fermement Kennedy, qui avait remis en cause un peu tout ça, en disant si à cause de Kennedy, on ne vaccine plus les enfants contre le Covid et qu'il y a des morts du Covid à nouveau, il faudra que Kennedy rende des comptes devant la justice. Mais je dis, mais elle est au courant, Agnès Buzyn, que ça ne touche pas les enfants, le Covid, en tout cas ça ne les tue pas. Alors qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont morts et qui ont été paralysés ou qui ont développé des cancers dans l'enfance après les inoculations Covid. Donc je pense qu'il faut que, je ne sais pas, qu'elle change de lunettes et qu'elle lise vraiment les sources honnêtes, les banques de données. Alors malheureusement, ils sont en train de détruire, vous avez vu, les banques de données internationales, parce que récemment j'étais avec Vincent Pavant à Bruxelles, et il me l'a raconté avant que ça sorte dans les médias, mais lui et Emmanuel Darl, sa collègue, qui avait demandé à l'époque à l'EMA, l'Agence européenne du médicament, les statistiques, les bases de données d'Eudravigilance. Eudravigilance, c'est une base de pharmacovigilance et de surveillance des effets secondaires graves des médicaments, dont le vaccin. Et à l'époque, bon, l'EMA leur avait donné, ils avaient mouliné tout ça, ils avaient montré qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient très dangereuses dans ces produits, avec beaucoup d'effets secondaires graves, de décès. Et là, ils reçoivent une lettre recommandée les menaçant. Vous êtes tenus de détruire tous vos travaux, de ne pas les publier et de détruire toutes les bases de données que vous avez téléchargées. Et à ce moment-là, il y a un médecin, un chercheur, je crois que c'est en Hollande aussi, qui a dit « il m'est arrivé la même chose, on m'a demandé de détruire tout ce que… » Donc ça veut dire qu'ils sont en train de ne pas être bien dans leur culotte, hein, pour dire ça poliment, et d'avoir très peur. Effacer les preuves. Et d'effacer les preuves. Donc c'est la preuve finalement qu'ils savent très bien ce qu'ils faisaient. Et ça c'est, franchement, je ne pensais pas vivre une période comme ça, de tels mensonges, de telles tromperies. Je pense que avec Méa, vous allez évidemment vous occuper aussi de notre première médecine qui est l'alimentation. Ah oui. Donc vous allez vous occuper de la question de l'industrie agroalimentaire. Et il y aura certainement des liens, des passerelles avec le monde agricole, notamment français, qui souffre, mais qui peut nous nourrir de manière saine. Ben oui, et c'est terrible. Alors, effectivement, je parlais d'Assim Malhotra, le conseiller de Trump, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et c'est son dada. On sait que l'alimentation, c'est la base de la santé. Et il faut lire, je fais encore de la pub pour Corinne Lalo, c'est une femme remarquable, elle écrit un autre livre sur les perturbateurs endocriniens et l'alimentation. Le livre sur le Covid, je l'ai fini, le livre sur l'alimentation, j'en suis à la moitié, mais et on voit que vraiment on nous empoisonne dans la bouffe de tous les jours. Par rapport à il y a quelques décennies, on mangeait de façon beaucoup plus saine. Alors, il y a la nourriture industrielle, mais même les aliments dits naturels sont contaminés par les pesticides, les sols sont complètement épuisés, contaminés. Et on apprend d'ailleurs que tous ces produits chimiques dérivent de ce qu'on appelle les noyaux benzène. C'est une structure chimique arrondie qu'on appelle aromatique, en octogone, je ne sais plus le nombre de côtés exactement, mais que c'est des molécules qui, par leur structure, sont très proches des oestrogènes, des hormones femelles. On observe la féminisation des bigorneaux, même des alligators en Floride, qui ont des micro-pénis. Et on s'aperçoit qu'il y a un retentissement probablement sur le métabolisme, la féminisation. Il y a même des animaux qui deviennent homosexuels par le changement de nourriture. Donc on voit un impact qui peut être majeur sur la population.
Alors, indépendamment des pesticides et puis les OGM hein, qui peuvent être très dangereux. Alors en France, soi-disant, ils ne sont pas trop autorisés, mais en fait, ça rentre partout par tout le maïs qu'on importe d'Amérique du Sud, où il y a des contaminations, puis il y a probablement un peu de la contrebande. Hein, parce que moi, je l'ai vu dans les antiviraux pour les volailles, il y avait de la contrebande des antiviraux de la grippe. Hein. Ça avait été même avoué dans un congrès par il y avait un grand congrès au moment de la préparation à la pandémie grippale en 2009, un congrès international, il y avait des milliers de gens dans la salle et la ministre de la Santé d'Indonésie avait avoué qu'il y avait un antiviral qui était tombé du camion et qu'il y avait eu des tonnes importées en Indonésie pour traiter les volailles et qu'il y avait eu la résistance du virus aux produits après. Donc pour revenir à la bouffe, il y a l'empoisonnement chimique qui est dramatique. Et là encore, ils ne disent pas tout ce qu'il y a dans les produits qu'ils commercialisent. Ça, je le sais par des amis qui ont suivi tous les textes au niveau européen. Si un produit est juste en dessous du seuil dit autorisé, qui est déjà quelquefois très haut, on n'est pas obligé de le marquer. Donc ils peuvent mettre 10 produits en plus qui ne sont même pas mentionnés. Donc on ne sait pas en fait ce qu'on achète, ce que les paysans ne savent pas ce qu'ils répandent dans leurs champs. Ils vont voir le premier produit autorisé qui n'est pas méchant, mais tout le reste on ne voit pas. C'est d'ailleurs pareil dans les médicaments maintenant, hein, dans les excipients, on ne dit pas tout. L'autre gros problème majeur de la nourriture, c'est la nuisance du lobby du sucre, qui a fait des ravages, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, les lobbies du sucre sont devenus très puissants. Il y avait les grands fabricants de soda, de cola, qui ont commencé à gagner des milliards. Et ils voulaient absolument, c'est un peu comme les cigarettiers à l'époque, ils voulaient rendre la population accro au sucre. Et ce qu'ils ont fait, ils ont inventé la nocivité des graisses, qui était complètement inventée. Par exemple, le cholestérol, c'est une graisse très utile, qui est indispensable pour le cœur, le cerveau, mais on nous a fait croire que c'était la cause de l'infarctus, par exemple. Et alors, ils ont lancé le mouvement, c'est parti des États-Unis, puis ça a envahi l'Europe, qui s'appelait No Fat, c'est-à-dire pas de graisse. Et donc, vous mangez des yaourts à 0%, tout doit être dégraissé. C'est une alimentation qui n'est pas très bonne, qui n'a pas de saveur. Mais ils remplacent ça par des quantités astronomiques de sucre, même dans des plats préparés salés, même en France. Quelquefois, ça m'arrive de manger un plat, je regarde sur l'étiquette, on voit toujours sucre, ils ne mettent jamais le taux, c'est très rare. Donc en fait, les gens mangent beaucoup de sucre parce que, comme ils ne mangent plus de graisse ou pas assez, c'est la graisse qui donne la satiété. Si vous mangez un peu de beurre, de l'huile d'olive, une bonne huile comme l'huile d'olive, eh bien, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus faim, donc vous régulez votre alimentation. Si vous ne mangez pas du tout de graisse, vous mangez beaucoup de sucre, votre insuline va être sécrétée à fond en disant « là, il y a trop de sucre dans l'organisme, il faut le faire baisser ». Et comme vous ne mangez pas vraiment d'aliments qui tiennent la route, parce que même les sucres lents, on a dit tiens c'est bien, les patates, le riz, les nouilles, ça va garder, ça va être moins rapide, mais en fait ça c'est un peu le même effet néfaste, ça va quand même déclencher de l'insuline, et vous allez vous trouver à avoir une fringale au milieu de matinée. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des petits gâteaux, ils reprennent du café sucré. Moi je l'ai vu dans les réunions internationales, c'est tout, même quand dans les pays anglo-saxons. Bon c'est vrai peut-être qu'il faut un bon petit déjeuner, mais bon, mais sinon... les repas, en tout cas à midi, il n'y a pas grand-chose à manger, des petits sandwichs, un peu de sucrerie. À l'OMS, quand ils mangeaient des bonbons, il y avait des bonbonnières partout sur les tables, ils suçaient des bonbons toute la journée pour tenir le coup, quoi. Et ça, c'est dramatique parce qu'on a éduqué maintenant les jeunes dans leur enfance à manger, à boire des tonnes de sucre. Maintenant, il y a des pays... je crois qu'aux États-Unis, quelqu'un m'a dit, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais ça doit être à peu près de cet ordre-là, qu'un Américain moyen va boire jusqu'à 7 canettes de cola par jour. C'est-à-dire le nombre de morceaux de sucre que ça équivaut, c'est complètement dingue. Et quand on voit ces grandes entreprises du sucre qui sponsorisent le sport, ça doit être interdit au même titre que l'excès d'alcool ou de tabac. Et ça, c'est... Donc là Hassim Malhotra, Kennedy, ils ont décidé par exemple d'arrêter les distributeurs de ces boissons hyper sucrées dans les écoles, d'arrêter les barres chocolatées hyper sucrées, parce que du bon chocolat pur, riche en cacao, ça peut être bon pour la santé, mais toutes ces barres, il y a très peu de chocolat, c'est des ersatz avec plein de sucre. Puis dans le combat sur les huiles, il y a les huiles de grains qui sont... Et pour extraire, déjà, j'ai découvert ça récemment, je ne sais plus le nom du produit, c'est
Il y avait un gars, quand il faisait sa vidéo, il comparait ça au White Spirit. C'est un dérivé de l'essence. Je ne sais plus son nom chimique exact, ça va me revenir. Quand ils ont bien écrasé les grains, ils ont broyé pour extraire l'huile, s'ils les dissolvent dans cet équivalent du White Spirit, ils en retirent 20% de plus. Après, ils disent, c'est pas grave, parce qu'après on rince, il n'y en a plus beaucoup dans l'aliment final, mais il y a quand même des traces qui restent. On ne sait pas trop ce que ça donne. Et alors, donc il y a des mauvaises huiles, notamment les huiles de grain. Kennedy essaie de limiter tout ça, mais il est face à des lobbies là, encore très puissants. Et ce qui m'a fait rire l'autre jour, il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un grand journal médical un grand article qui essaie de tuer l'huile d'olive. Alors ça m'a rappelé les articles qui disaient la chloroquine ça tue, les vaccins sont... et là qui nous fait croire que l'huile d'olive c'est très dangereux pour la santé, parce que je pense qu'ils ont mis des... Ils doivent payer très cher des soi-disant experts en nutrition pour manipuler encore les foules, pour faire... voilà, donc il y a un énorme boulot à faire. Et en France, on ne fait rien. Quand on regarde, moi je vois dans les études de médecine, on ne parle presque pas de la nutrition, on parle un peu du régime sans sel, du régime diabétique, mais sinon, il n'y a pratiquement pas d'enseignement là-dessus. Alors que ma réflexion, et c'est celle aussi d'autres experts, c'est qu'on devrait mettre beaucoup plus d'argent sur la prévention plutôt que sur le traitement des maladies. Par l'alimentation, la gestion du stress, les compléments alimentaires. Quand on voit qu'ils essaient de diaboliser la vitamine D, parce que ça sauve des vies, que ça diminue le cancer, ça aide à traiter la tuberculose, les maladies auto-immunes. Maintenant on dit non, mais la vitamine D ça ne sert à rien parce que c'est une perte de profit pour l'industrie, parce que l'industrie, ce qu'elle veut, c'est avoir plein de gens malades et malades à vie. Moi, j'ai guéri des maladies auto-immunes, alors pas toutes, parce que ça ne marche pas à tous les coups, par exemple dans les traitements anti-infectieux pour la maladie de Lyme chronique. Mais guérir quelqu'un avec quelques mois d'anti-infectieux, c'est pas rentable pour l'industrie. Ils préfèrent vendre des anticorps monoclonaux à 2000 € l'ampoule, injecter régulièrement ad vitam aeternam. Donc, mais comme tout le système, toutes les agences d'expertise sont infiltrées par l'industrie, même les hommes politiques, hein, moi j'ai des témoignages, je ne citerai pas de nom pour ne pas avoir d'ennui, mais je connais des ministres qui ont été très mouillés, parce que j'ai côtoyé des ministres par l'industrie pharmaceutique. Il est clair qu'il n'y a pas un centime qui est mis dans cette prévention. Éduquer les gens à faire d'une activité physique, pas forcément un sport intensif, le sport très intensif est plutôt nuisible pour la santé, mais un sport régulier, de la marche rapide, de la natation, d'un peu de bicyclette, de la gym douce, tout le monde devrait en faire. Et ça ne coûterait pas si cher d'éduquer les gens, mais on ne le fait absolument pas. Donc, comme en Chine, où on met l'accent sur la prévention, je crois qu'on ne paye son médecin que si on n'est pas malade. Oui, puis alors aux États-Unis, j'ai appris ça récemment par un collègue qui a travaillé longtemps aux États-Unis, qui m'a raconté ça récemment. Ils ont mis en place un système, si vous avez fait un infarctus et que vous avez très mal bouffé, pas géré votre stress, beaucoup fumé ou je ne sais pas quoi, bon, on vous dit ok, on vous met un stent, c'est un petit ressort pour déboucher l'artère coronaire. Mais maintenant, si vous voulez qu'on continue à vous prendre en charge avec l'assurance maladie, vous êtes obligé de suivre un stage sur changer votre mode de vie, mieux manger, arrêter de fumer ou arrêter le sucre, etc. Et si vous ne le faites pas, c'est votre choix, mais à ce moment-là, on ne vous rembourse plus. Et il paraît que ça marche, c'est-à-dire que ça fait chuter le nombre de récidives d'infarctus, par exemple. Parce que si on ne fait rien, même si comme ça le médecin donne quelques conseils à la sortie de l'hôpital ou dans la consultation de suivi, plus de 90% des gens reprennent immédiatement leurs mauvaises habitudes. Parce qu'ils mangent comme ça, ils vivent comme ça depuis des décennies. Bon, le médecin, il m'embête. Voilà, donc ça c'est... Si vraiment on accède dans la com, et malheureusement le seul mot qui sort tout le temps dans la prévention, il n'y en a qu'un, c'est vaccination. Moi je suis plutôt pour la vaccination en général, je n'ai jamais été anti-vax, à condition que ce soit des bons vaccins. C'est pour ça que je suis d'accord avec Kennedy, il faut les réévaluer correctement maintenant, ce qui n'est plus le cas du tout. Mais la prévention, c'est pas que le vaccin, ça peut être de prendre des bonnes mesures sanitaires d'isolement si on est malade,
d'isoler les malades contagieux, pendant quelques temps, c'est très bien, mais on ne confine pas une population en bonne santé, quoi. On est tombé dans un délire. Hygiène et alimentation. Hygiène, alimentation, oui, de se laver les mains régulièrement, ça évite aussi la transmission respiratoire. On transmet. Quelquefois, il y a des gens qui vous disent je ne te fais pas la bise, je suis enrhumé, et qui vous serrent la main, mais ils me contaminent beaucoup plus en me serrant la main, parce que juste avant, ils se sont frottés le nez, ils sont mouchés, ils ont du virus plein la main. Je préfère qu'ils me fassent une bise sur la joue, ils me contaminent beaucoup moins. Mais vous voyez, il y a des habitudes. Après, je ne dis pas qu'il faut tomber dans l'excès de l'isolement total et de la distanciation sociale qu'on nous a imposé, mais il y a un juste milieu, quoi. On me dit White Spirit ou Naftalour. Le Naftalour, distillat de pétrole succédané d'essence de térébenthine. Alors, oui, ça c'est le White Spirit, mais le produit, je ne sais plus si c'est hexane ou un nom comme ça, mais je ne sais plus le terme chimique. Moi, je le retrouverai. Il y a un autre souci, c'est que quand on extrait l'huile des grains, il y a une extraction par pression, mais ils sont aperçus que si on utilisait un solvant dérivé des hydrocarbures qui s'appelle l'hexane, eh bien, on peut extraire 20% d'huile en plus. Donc tous les fabricants d'huile utilisent ça. Ils disent oui, c'est pas grave parce qu'après on lave les grains, il reste que des traces. Mais même s'il reste des traces, ça n'a pas été étudié, ça a un impact sur la santé. Donc tout est comme ça, il n'y a aucune transparence. C'est pas marqué sur le flacon, les procédés qui ont été utilisés pour l'extraction, etc. Donc déjà, s'il y avait une obligation de citer tous les noms des excipients dans les médicaments, dans l'alimentation, même s'ils sont à l'état très faible, à niveau très faible, ce sera un immense progrès. Quand on voit l'eau du robinet, bon, maintenant elle est stérile, il y a de l'eau de Javel où elle est stérilisée par des rayonnements, ça, du point de vue, je dirais, microbiologique, c'est top maintenant. Bon, il y a quelquefois un petit goût d'eau de Javel désagréable, mais c'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, alors c'est camouflé, ils disent jamais les résultats, mais on trouve des traces de médicaments, des traces de tous les produits chimiques qui viennent des champs et des rivières. Et ça peut être en quantité quand même assez significative. Et ça, on nous dit pas la totalité. Mais souvent, on ne cherche pas. On interdit de chercher certains produits pour ne pas voir les résultats. Il y a quelques exemples que j'ai vus. Alors on dit, on va prendre de l'eau minérale en bouteille, ça va être beaucoup mieux. Puis il y a des sources qui sont peut-être très bien. Je ne citerai pas de nom, mais enfin, il y a des exemples connus où certaines eaux minérales contiennent plein de polluants. Parce que les sources sont contaminées par l'environnement extérieur. Bon, après, on va dire, on ne peut plus rien manger. Voilà. C'est vrai que globalement, l'espérance de vie avait augmenté, malgré tous ces empoisonnements chimiques, parce qu'il y avait beaucoup de facteurs quand même qui ont amélioré la santé publique. Mais maintenant, on voit que depuis quelques temps, surtout depuis le Covid, l'espérance de vie est en train de s'inverser. Même dans certains pays, l'espérance de vie infantile est en train de s'inverser. Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est dans des pays riches. C'est pas par la pauvreté, la famine, etc. Avec le docteur Louis Fouché, vous dites que vous regrettez actuellement de voir que vos collègues médecins sont expropriés de leur propre métier, que la liberté de prescription a été extrêmement attaquée, concernant Lyme, le Covid, etc. Le consentement est extrêmement également agressé et que les déserts médicaux font qu'il est très compliqué de trouver à certains endroits un médecin compétent, mais en tout cas un médecin déjà, ne serait-ce qu'un médecin. Vous dites aussi que tout est question de volonté politique finalement, puisque l'argent, il y en a, puisque pour certaines choses beaucoup moins constructives, on en trouve, notamment les guerres. Et vous dites également regretter que la confiance dans la médecine est désormais très érodée. Donc MEA va permettre de solutionner, de trouver une solution à tous ces problèmes préoccupants. Il faut espérer qu'on apporte nos petites graines pour essayer. Bon, les gens ne sont pas dupes, ils voient ce qui se passe. D'ailleurs, avant, les gens disaient oui, il n'y a plus de médecins dans des vallées reculées. Bon, c'est un peu normal. C'était pas normal quand même. Mais maintenant, les vallées reculées, c'est dans Paris. Moi, j'ai ma famille proche qui avait un très bon médecin depuis des années, qui a pris sa retraite, mais il ne trouve plus de jeunes. Parce qu'un jeune qui s'installe à Paris doit remplacer 3 anciens médecins. Et dès qu'il s'installe, il est déjà débordé. Puis c'est vrai que les jeunes n'ont plus le même sens du sacerdoce, je dirais, parce qu'ils prennent leur week-end, ils ne veulent pas être embêtés après telle heure, ils limitent les horaires de consultation, ce que ne faisaient pas les plus anciens, qui était peut-être l'excès inverse, qui s'étaient donné corps et âme.
Et donc les gens se soignent de plus en plus tout seuls avec des naturopathes, avec les médecines naturelles. D'ailleurs, il faudrait remettre à leur juste place les médecines naturelles qui ont été utilisées avec bénéfice depuis des millénaires. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas quelquefois des trucs un peu bizarres, des charlatans dans le milieu, mais il y a des gens extrêmement bien, des plantes qui marchent très bien sur certaines maladies, c'est connu. Mais moi, mon souhait, plutôt de dire c'est des bêtises, c'est du charlatanisme, c'est de les évaluer. Si c'est évalué, pourquoi on ne les évalue pas de façon scientifique bien faite, comme on le fait pour des médicaments, pour des vaccins, pour autre chose. Il y a par exemple pour le Covid, au Pakistan, il y avait une étude randomisée contre placebo avec la nigelle, qui est le cumin noir, qui est un très bon complément alimentaire qui marche sur plein de maladies. Ça avait démontré que ça marchait. Évidemment, les médias n'en ont jamais parlé. Il y a d'autres plantes qui ont été utilisées sans être rigoureusement étudiées, mais avec un impact sur le terrain qui était magnifique. Et quand dans l'expérience d'un médecin, il voit qu'il guérit 80% de ses malades avec un produit, il n'y a pas besoin d'une étude randomisée. L'étude randomisée, ça avait été mis au point pour des trucs qui ne marchent pas très bien, parce que l'effet placebo, ça peut atteindre 20%. Donc, si un médicament marche qu'à 30%, c'est bien de le comparer. Là, d'accord, mais quand un truc marche à 90%, il n'y a jamais eu besoin, normalement, dans la médecine, jusqu'à une période récente, d'études randomisées. Ça, c'est plus pour servir l'industrie pharmaceutique, cette histoire. Parce qu'une étude randomisée, il n'y a pas plus facile à truquer. Ça, alors là, moi, je le sais. De l'aveu même d'anciens de l'industrie pharmaceutique que j'ai eu comme malade après, qui m'en ont parlé comme ça, de façon un peu amicale. Moi, je ne vais pas les dénoncer, mais qui ont dit, Monsieur Perron, toute ma vie, j'ai truqué des études pour mon labo pour avoir les autorisations de mise sur le marché. C'est monnaie courante, et ils le savent. Ils ne s'en vendent pas publiquement, mais les journaux le savent. Même les rédacteurs en chef des grands journaux disent la moitié des études publiées dans mon journal, elles sont truquées. Ils le savent tous, mais personne ne parle de tout ça. Donc, les médecines naturelles, c'est important, il faudrait les réévaluer. Alors, ils essayent de dire, de remplacer les médecins. En plus, les médecins, ils veulent s'en débarrasser parce que ça réfléchit trop, ça coûte pas si cher, en fait. Ils coupent les financements pour s'en débarrasser. Donc ils remplacent ça par des machines électroniques. Maintenant, il y a des cabines de consultation automatique dans certains supermarchés. Maintenant, sur votre téléphone portable, il y a une appli. Je crois que c'est Medadom, la médecine à domicile. Vous rentrez toutes vos données de santé qui vont immédiatement, je pense, chez Microsoft et Bill Gates. En plus, c'est Macron qui paye Bill Gates pour les traiter. Je pensais qu'au moins Bill Gates ne les achetait, mais même pas, quoi. C'est quand même assez honteux. Et puis après, si vous cliquez, vous avez un médecin qui apparaît sur l'écran, qui ne vous connaît pas, que vous n'avez jamais vu, il vous pose des questions comme ça. Puis très vite, il se débarrasse de vous en vous envoyant une ordonnance pour faire des examens complémentaires, voire donner des traitements. Mais comment le Conseil de l'ordre des médecins peut accepter ça? C'est honteux. Qu'il y ait un peu de visioconférence dans le suivi, parce que les médecins n'ont pas le temps de voir tout le monde, ça peut justifier quand c'est occasionnel. Si un médecin connaît très bien son patient, c'est juste pour renouveler une ordonnance. Moi, ça ne me choque pas que ce soit fait en visioconférence. Mais un médecin qui n'a jamais vu un patient comme ça, qui lui donne des conseils, qui ne peut même pas l'examiner, il va lui donner des traitements, c'est plus de la médecine. Alors ils ont dit maintenant, il y a des infirmiers qui passent un diplôme, alors c'est des infirmiers à compétences élargies qui remplacent les médecins. C'est pareil, si c'est fait de façon raisonnable, ponctuelle, pour renouveler une ordonnance, faire des pansements, des choses médicales très simples, ça peut se justifier. Mais on voit que de plus en plus, ça va être utilisé de façon malhonnête pour dire qu'il n'y a plus besoin de médecins, parce qu'on a des infirmiers très bien, et les infirmiers vont leur coûter moins cher, et ils vont être beaucoup plus dociles, parce qu'ils n'auront pas non plus la culture médicale pour prendre suffisamment de recul sur ce qu'on leur impose. Et même les jeunes médecins qui sortent de la fac, c'est horrible, ils sont complètement paumés devant un malade. Nous, on apprenait les maladies par cœur à l'endroit à l'envers, on devrait tout recracher. Quand on était devant un malade, on savait les choses essentielles. Maintenant, ils ont appris plein de sciences, plein de trucs, ils ont fait des jeux de rôle, des cas cliniques très compliqués, mais devant un malade, ils n'ont pas les bases. Et je le voyais avant de quitter l'hôpital, mais des collègues m'en parlent encore aujourd'hui. Ils sont pourtant tout aussi intelligents que les générations précédentes, mais on leur a fait un mode de formation qui leur a brouillé la tête, là. Et après, on leur a appris que tout devait être fait selon des recommandations. Donc ils ne soignent plus que des résultats d'examen complémentaires, des résultats de scanner, mais ils ne parlent très peu à leurs malades, ils ne les touchent presque plus, ils n'ont plus le temps d'examiner les malades à l'hôpital, parce que comme il faut rentabiliser le séjour, le malade va rester 2-3 jours maximum.
il va faire 10 examens, donc il n'est jamais dans sa chambre, tout le temps parti un examen ailleurs. Donc ils n'ont même pas le temps de lui dire bonjour, de parler un peu avec lui, de l'examiner, que le malade est déjà reparti. Et ça, c'est du concret que j'ai vécu plein de fois. Et maintenant, j'ai appris que dans des hôpitaux, on ne fait plus la visite des malades en leur présence. C'est-à-dire que le patron se met avec ses élèves dans un bureau, ils font la visite sur ordinateur. Donc ils lisent le dossier, regardent les résultats des examens, ils lisent les scanners sur la console. Et puis après, comme en fin de matinée, ils passent 3 minutes dans chaque chambre pour dire bonjour au malade. Et voilà, on a vu votre histoire, voilà ce qu'on va faire. Bon, voilà. Et le malade a à peine le temps de s'exprimer, ils sont déjà partis dans la chambre d'après. Mais ça, c'est du concret, j'ai des témoignages précis. Alors, on a totalement supprimé la liberté de soins, de pensée d'un médecin. Alors qu'un médecin qui fait que des conneries, qui tue tous ses malades, c'est normal qu'il soit surveillé, condamné, mais à ce moment-là, il pourrait passer tout à fait devant une juridiction normale. Il n'y a pas besoin d'avoir une juridiction professionnelle. Mais si un médecin fait du bon boulot, qui n'a jamais eu aucune plainte, même s'il prescrit des choses qui ne sont pas dans l'autorisation de mise sur le marché, il faut le laisser prescrire librement. Il a peut-être son expérience qui est extraordinaire dans un certain domaine. Ça vaut bien mieux qu'une étude randomisée, une recommandation. Puis la recommandation, moi j'ai participé. J'en ai coécrit beaucoup, j'ai participé à des conférences de consensus. On voit quand même si on était peut-être encore un peu naïf à l'époque, il y a comme une influence forte de l'industrie. On ne recommande que des médicaments de l'industrie, on n'a jamais le droit de recommander d'autres stratégies. Et surtout, qu'il y ait des recommandations des conférences de consensus, moi je trouve ça très bien, si ça reste des recommandations. Parce qu'un médecin qui ne connaît pas toutes les maladies, on ne peut pas lui en vouloir, il ne peut pas tout savoir. Il dit tiens, ben, j'ai une nouvelle maladie, là je vais regarder ce qui est recommandé par les experts. Alors qu'ils s'en servent comme un outil pour prendre sa décision, je trouve ça très très bien. Mais ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que ces recommandations sont devenues des obligations. Et ça, c'est un scandale, c'est contre la science. La médecine doit rester un art, ce n'est pas une science exacte. Le médecin doit garder son libre jugement. Et il y a beaucoup de maladies d'ailleurs où il n'y a aucune étude scientifique de qualité qui dit ce qu'il faut faire. Parce que soit c'est une maladie rare qui n'intéresse personne, donc personne n'a financé d'études. Dans ces cas-là, c'est les gens qui ont créé la médecine factuelle, la médecine basée sur les preuves. On dit s'il n'y a pas de très bonnes données scientifiques, c'est le médecin qui doit reprendre la main avec soit sa propre expérience, soit s'il n'a pas trop l'expérience de cette maladie, en prenant un avis auprès d'un confrère, par exemple, si c'est une maladie rare et qu'il y a un gars en France qui a soigné 5000 cas de cette maladie, qui a peut-être déjà un peu publié, il n'a pas fait de grande étude randomisée, mais il dit voilà, voilà ma stratégie, j'ai guéri les gens avec ça, si ça ne marche pas en deuxième ligne, j'ai ça, comme ça j'améliore 80% de mes malades. Pour moi, ça c'est du béton, c'est une mine, ça vaut bien plus qu'une étude randomisée truquée. Et là c'est le médecin qui prend le pas sur la publication. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, c'est le malade à la fin qui doit choisir. Si le médecin fait bien son boulot, il doit exposer les données. Donc voilà, là, apparemment, il n'y a pas de souci, il y a des données très sûres. Là, il n'y a pas grand-chose, mais il y a voilà, l'expérience de certains médecins. Et c'est le malade à la fin qui choisit. Et maintenant, le malade, on s'en fout. Le médecin, il obéit. Et sinon, on va le sanctionner, le radier. Mais beaucoup de médecins de mes collègues sont écœurés par cette évolution de la médecine. Il y en a qui attendent la retraite péniblement, un peu comme moi à la fin aussi. On était dégoûtés à la fin, c'était plus la médecine qu'on a connue. D'ailleurs, vous dites à vos patients, vous êtes votre propre médecin. Vous dites avoir appris beaucoup de vos malades, notamment pour la maladie de Lyme, entre autres. Oui, parce que les malades, ils se connaissent. Parce que maintenant, par exemple, tout ce qui n'est pas visible par un appareil n'existe pas. Mais par exemple, la douleur, ça ne se mesure pas avec un appareil, c'est du déclaratif. On donne une échelle où vous placez votre douleur entre 1 et 10. La fatigue, ça ne se mesure pas par un appareil, etc. Donc tout ce qui est ces signes dits subjectifs, dont les malades se plaignent, quelquefois ça leur pourrit la vie, ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus emmener leur enfant à l'école, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus se concentrer, ils ont du brouillard cérébral. Tout ça, le médecin, on lui a appris s'il y a trop de plaintes, c'est psychosomatique, donc il n'écoute même plus. Vos examens sont normaux, votre radio est normale, bon, circulez, vous m'emmerdez, allez voir un psychiatre. Ça se termine comme ça. Mais ces malades,
ils ressentent dans leur chair. Si on leur donne un traitement qui ne marche pas, ils le sentent tout de suite. S'ils donnent un traitement qui les aggrave, un traitement qui les améliore, ils le sentent. Ah ben depuis que j'ai pris l'antibiotique, c'est génial, depuis 8 jours, j'ai plus aucune douleur, je peux remarcher normalement, voire courir un petit peu, ce que j'ai pas fait depuis 5 ans. Pour moi, c'est une valeur énorme. Et là, mon baromètre, c'est les dires du malade, c'est pas un appareil. Mais malheureusement, dans les facs de médecine, on leur apprend, les statisticiens apprennent aux malades, aux jeunes médecins, pardon, les malades, c'est pas une valeur scientifique sûre, parce qu'ils sont trop subjectifs. Mais et puis je sais bien que ça existe quelquefois des gens qui majorent un peu leurs symptômes pour avoir des arrêts maladie ou quelques vrais cas psychiatriques qui un peu inventent des trucs. Hypochondriaque. Mais oui, mais en fait dans ma pratique, je m'aperçois que c'est un tout petit nombre. Ça existe, mais c'est vraiment très rare. Et la plupart des gens n'ont aucun intérêt à se plaindre. D'ailleurs, les Lyme, ceux qui avaient la maladie de Lyme chronique que j'ai guérie, la première chose qu'ils ont fait, c'est pas de ressombrer dans la maladie pour aller emmerder un autre médecin pour avoir des arrêts maladie. C'était de courir, s'occuper de leur famille, retourner au boulot. C'était des gens ne pas aller travailler, pour eux c'est un drame, et on les fait passer pour des feignants qui restent au lit parce qu'ils veulent pas travailler. C'est honteux la façon dont on traite les malades, et le fait de toujours pas reconnaître la maladie de Lyme chronique, alors qu'il y a toutes les preuves que c'était une bactérie de guerre modifiée, d'abord en Allemagne nazie, puis après aux États-Unis, un peu au Japon aussi. Il y a les preuves, c'est sorti aux États-Unis, il y a des livres, il y a des votes à la Chambre des représentants, il y a même les archives de la CIA qui ont révélé ça récemment. Et on continue à dire que je raconte n'importe quoi, que le Lyme n'existe pas. Et les médecins qui encore, il y en avait beaucoup qui soignaient le Lyme chronique il y a quelques années, ont été tellement menacés, certains ont été radiés pour l'exemple, que les malades sont en errance totale. Il y en a qui se suicident, qui ne trouvent plus de médecins. Et le Conseil de l'Ordre continue à radier des médecins qui sauvent des vies. Quand on voit que les médecins qu'on traitait rien qu'avec un antibiotique, puisque souvent ils n'avaient pas accès à la chloroquine, il y a eu, dans le groupe avec l'azithromycine, avec Claude Escarguel, il y a eu 0 mort, 0 hospitalisation, alors que les médecins qui suivaient les recommandations du gouvernement, chez les personnes âgées, dans des EHPAD, il y a eu jusqu'à 50% de mortalité. Tout ça, c'est l'expérience de terrain. Et quand on voit qu'on continue à embêter des médecins qui ont prescrit de la chloroquine, de l'ivermectine, de la vitamine D, maintenant il y a toutes les preuves scientifiques que ça marchait super bien, parce que les études qui ont été publiées contre, on a vu, c'est des études fausses, truquées, certaines ont été rétractées, ou des études qui ont été, je dirais, conçues pour ne rien montrer. Parce qu'à l'époque de la chloroquine, les études, ils donnaient le médicament à des gens qui étaient hospitalisés depuis une semaine, qui étaient à bout de souffle. Et juste avant de les passer en réanimation, on leur donnait un comprimé de chloroquine. Bon, ça n'avait aucune chance de marcher à ce stade-là, par rapport à un placebo. Ou alors, il y a eu des études comme l'étude Recovery, qui était la grande étude de l'OMS, qui était aussi une étude anglaise, où ils avaient donné une dose de chloroquine qui était 4 ou 5 fois la dose maximum autorisée chez l'homme, qui était une dose toxique potentiellement mortelle. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un excès de mortalité dans cette étude. Mais cette étude continue à être publiée, à être utilisée dans les méta-analyses pour démontrer que la chloroquine était dangereuse. On a utilisé de façon totalement consciente une overdose toxique. Comment, d'ailleurs, un comité... Pour moi, tous les experts qui ont fait ça devraient être mis en examen. Tous les membres du comité d'éthique qui ont laissé passer ça devraient être mis en examen. Tous les ministres qui ont recommandé ça devraient être mis en examen. On a empoisonné des gens sciemment pour démonter une molécule publiquement. Donc, moi je pense que tous ces gens qui jugent au Conseil de l'Ordre, ils devraient déjà commencer par lire les publications, s'informer. La plupart du temps, ils ne connaissent pas le dossier scientifique, je ne leur en veux pas, c'est pas leur truc. Mais ils n'écoutent que la voix du gouvernement, la voix de 2-3 experts qui sont aux ordres. Ou qui ont publié des choses frauduleuses. Mais maintenant, je suis à l'aise parce qu'on peut le dire que c'était frauduleux, parce que c'était même reconnu internationalement. Mais ça n'empêche qu'on continue la désinformation sans arrêt. Pour en finir avec les USA, Aaron Siri, proche conseiller de Robert Kennedy Jr., a voulu supprimer le vaccin contre la polio. C'est un parcours du combattant, notamment contre les lobbies pharmaceutiques. Où en est-il aujourd'hui ? Ah ça, j'ai pas suivi cette affaire. Alors c'est vrai que
la polio, parce que quelquefois il y a des dénégateurs qui vont trop loin dans l'autre sens. Ils ont dit mais c'est pas le vaccin polio, elle n'a servi à rien, c'est le DDT qui donnait la polio. Si, la polio a toujours existé. Il y a 3 virus principaux, on les connaît, on les a isolés, cultivés, ça fait des anticorps, donc la polio en tant que maladie existe. Alors c'est vrai qu'autrefois, quand il n'y avait pas de vaccin, toute une partie de la population, des enfants, faisaient des formes tout à fait bénignes, qui faisaient comme une grippe ou une petite méningite qui guérissait toute seule, et c'était qu'une proportion qui faisait les paralysies. Alors, plus ou moins grave, quelquefois quand on se promène en Afrique, en Asie, on voit des gamins qui ont une jambe tordue, même des adultes, parce qu'ils ont une atrophie d'un membre qui ne s'est pas bien développé, parce qu'ils ont fait la polio quand ils étaient petits, ils ont survécu. Et puis le DDT a probablement aggravé, il y a quand même des données assez solides pour montrer que là, on avait fait des épandages de DDT, il y avait plus de polio. Mais ça ne veut pas dire que la polio était due que au DDT, quoi. Donc le vaccin, il est utile. Si on arrête totalement, la maladie va forcément revenir. Elle fera peut-être. Donc moi je pense que c'est pas une bonne idée. En revanche, ce qu'il faudrait interdire, c'est le vaccin polio oral, vivant. Parce que s'il y a eu des accidents encore récemment en Palestine, il y en a régulièrement dans le monde, l'OMS, contre toute devrait avoir abandonné ça depuis longtemps, comme on l'a fait en France ou dans d'autres pays industrialisés. On ne doit vacciner, surtout en primo-vaccination, qu'avec le vaccin inactivé tué. C'est juste un extrait du virus qui est inactivé, qui ne donne jamais de paralysie, qui est très bien toléré. Mais on a vacciné avec un vaccin vivant qui marche bien. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas à faire d'injection, c'est plus facile, ça coûte moins cher pour faire des grandes campagnes d'éradication. Mais le problème, c'est que ce virus vivant, quand il sort dans les selles des gens qui ont reçu le vaccin, de temps en temps, il peut se réactiver en virus virulent et donner des vraies paralysies de la polio. C'est pour ça qu'il y a eu des petites épidémies de paralysie dans les populations, on avait beaucoup vacciné. Alors maintenant, il y a une autre chose que j'ai suivie, mais je ne sais pas où ça en est. Ils ont sorti des études montrant que des enfants vaccinés avaient plus d'effets secondaires et de problèmes que des non vaccinés, étaient en moins bonne santé. C'est possible, il faudrait d'autres études pour confirmer tout ça. Moi, je n'ai pas vu les données exactement, mais il faut être ouvert. S'ils disent ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et est-ce qu'on n'a pas rajouté à ces vaccins qui étaient excellents dans les années 60, 70, 80, de nouveaux excipients? On sait qu'ils sont capables de le faire. Puisque par exemple, Bill Gates était très attaqué il y a pas mal d'années, j'étais encore à l'OMS, puisqu'il y a eu des campagnes d'éradication, je ne sais plus si c'était la polio, la diphtérie, mais enfin une de ces maladies, où ils avaient rajouté dans les seringues de vaccins de la bêta-HCG, qui est l'hormone qui normalement permet la grossesse. Mais quand on la donne à forte dose à une jeune fille, ça va la stériliser. Heureusement, l'effet n'est pas définitif, c'est un effet transitoire, mais enfin quand même. Donc ils ont stérilisé sciemment des jeunes filles en Afrique, en Asie. Alors maintenant, je crois que Bill Gates, il ne peut plus mettre les pieds au Pakistan, en Inde, dans certains pays africains, à cause de ça. Et ça, c'était dénoncé dans le livre de Kennedy. Donc quand on voit qu'ils ont été capables comme ça de camoufler de la bêta-HCG dans des seringues, est-ce qu'ils ne sont pas capables de camoufler d'autres trucs? C'est ça que, une fois qu'on a perdu confiance, c'est pour ça que moi je suis très déstabilisé, parce que j'ai toujours été pro-vaccin, mais maintenant, je pense que la plupart des vaccins pour l'instant qu'on nous vend en France sont encore des bons produits, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, mais plus ça va, moi j'ai confiance, je le dis ouvertement. Et je ne suis pas du tout anti-vax, je me suis même battu pour la vaccination. Tout à fait. Et vous voulez même des études concernant la corrélation autisme-vaccination? Alors, c'est pareil, autisme et vaccination. Je pense que la vaccination, même s'il peut y avoir un lien avec certains vaccins, ce n'est pas la seule cause. Alors d'abord, il y a eu cette polémique au CDC d'Atlanta, le Centre de surveillance des maladies. Alors ça date, ça fait plus de 10 ans, mais je ne sais plus la date exacte. Moi, j'étais encore à l'OMS, ils m'avaient dit non, mais ça c'est des fake news, c'est des bêtises. Mais en fait, il y a un film qui est sorti, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, où il y a un fonctionnaire du CDC. Le CDC, c'est une institution paramilitaire, ils ont des statuts militaires, même s'ils sont civils, hein, c'est un grand centre de surveillance mondiale. Il y a un expert qui a dit, nous on a des données que les enfants qui ont reçu le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, font plus d'autisme. Et dans le film, il montre les courbes qui s'écartent. Moi j'y crois, malheureusement le mec il a été radié, il a eu les pires ennuis, tout le monde a dit mais non c'est faux. On a camouflé le truc, au lieu de dire s'il y a un problème, effectivement, il faut peut-être qu'on le teste. Et en plus,
apparemment, si on utilisait le vaccin rougeole tout seul isolé, il n'y avait pas ce phénomène. Alors, je ne sais pas pourquoi ça donnerait plus l'autisme, parce que c'est des virus vivants atténués, donc c'est le même virus que la maladie naturelle. C'est peut-être de faire les trois en même temps. Les effets cumulatifs, ça aussi, vous demandez des études indépendantes. Les trois en même temps, peut-être que ça... Peut-être chez certains enfants, c'est nuisible pour le cerveau, c'est possible, c'est une hypothèse, c'est pas être complotiste de dire ça, il y a des faits. C'est scientifique. Alors, voilà. Après, voyant les écarts de courbe que j'ai vus, même si le gars a dénoncé ça, et je crois ce qu'il a raconté, ça peut pas justifier l'explosion colossale de l'autisme dans le monde, où c'était une maladie très rare dans les années 50, et maintenant il y a un enfant sur 20, je crois, aux États-Unis qui est autiste. Donc, moi je crois beaucoup qu'il doit y avoir le rôle de perturbateur endocrinien, de produits toxiques, de... La malbouffe. Peut-être, pourquoi pas maintenant les téléphones portables, on n'en sait rien. Les ondes. Les ondes. On dit oui, mais les Amish, ils n'ont pas d'autisme, mais ils ne se vaccinent pas. Mais les Amish, ils vivent comme au XVIIe siècle, dans des charrettes à cheval. Ils n'ont pas de moteur, pas de téléphone, pas d'électricité. Ils mangent que bio sur leur terre à eux. Donc, c'est pas que le vaccin, encore une fois. Donc, c'est pour ça que de mettre toutes les maladies de la Terre sur les vaccins, je n'y crois pas. Comme l'histoire, la polémique stupide, la hépatite B, sclérose en plaques, il y avait toutes les preuves que ça avait été monté de toutes pièces, et que le vaccin, en tout cas pour la sclérose en plaques, était sûr, même s'il y a eu des poussées de maladies auto-immunes après une vaccination, ça j'y crois tout à fait, mais il faut comprendre que une maladie auto-immune, par exemple, il y a des facteurs infectieux, ce que j'appelle les crypto-infections, comme la maladie de Lyme, des infections chroniques, bactériennes, parasitaires, virales. On en a tous des germes comme ça en nous qui dorment. De temps en temps, ils se réveillent parce qu'on est stressé, parce qu'on a pris un immunodépresseur, parce qu'on a une autre infection virale qui abaisse l'immunité. Puis petit à petit, on va commencer à développer des douleurs articulaires si on va faire une polyarthrite, des petits problèmes neurologiques si on va faire peut-être 2 ans après une sclérose en plaques. Au début, c'est des petits signes transitoires qui viennent, qui disparaissent, ça passe inaperçu. Et si à ce moment-là, on vous inocule un vaccin, quel qu'il soit, qui n'a rien à voir avec la sclérose en plaques ou la polyarthrite, il se peut que le stimulus immunologique soit considéré par l'organisme comme un petit stress, et soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase et vous fassiez votre première poussée de maladie auto-immune. Mais ça, j'y crois à fond, mais ce n'est pas le vaccin qui est la cause de la maladie auto-immune. Pas direct, mais elle peut être une des causes. Vous êtes pour qu'on mène une enquête finalement, parce que c'est assez complexe. Et ce serait assez simple. Pour le vaccin rougeole, le royaume et le rubéole, on fait une étude randomisée, on fait les 3 vaccins en même temps versus contre un seul vaccin, un rougeole seul. Très vite, on peut voir s'il y a une différence. Puis en plus l'autisme, on le sait, malheureusement des médecins étaient radiés pour ça, mais Montagnier s'était battu et moi j'ai vu moi je soignais pas les autistes moi-même, mais j'ai rencontré les médecins qui soignaient les enfants autistes, j'ai rencontré une pédopsychiatre qui était Robert Debré, qui était impressionnée de voir elle-même, elle ne le faisait pas elle-même, elle avait vu des enfants soignés en ville par des médecins généralistes qui est en train de guérir de l'autisme en quelques semaines ou quelques mois avec l'azithromycine et puis des antibiotiques assez courants. Et moi j'ai vu des vidéos avant, après, c'est spectaculaire. Et moi j'avais obtenu avec Montagnier de Xavier Bertrand, qui est une étude randomisée qui devait être financée par l'État. Pour que ce soit indépendant, ils avaient chargé Nicolas Moore, qui est un méthodologiste de Bordeaux universitaire, qui était professeur, de mener l'étude. Il m'avait demandé conseil, donc je l'avais aidé à rédiger la partie scientifique de l'étude, etc. Ça devait sortir. Il y avait des pédopsychiatres tout à fait convaincus, hospitaliers. Et d'un seul coup, il y a eu les élections, Hollande a été élu, Marisol Touraine est arrivée, et son équipe a mis tout ça à la poubelle en disant que c'était du charlatanisme, sans même faire l'étude. C'est ça qui est odieux. C'est si on n'est pas dans la droite ligne de l'industrie pharmaceutique, de tout ce qui arrange tout le monde, les lobbies, ils ne financent pas les études. Ils disent ça ne sert à rien, on ne finance pas des choses qui n'existent pas. Alors ça c'est honteux pour moi, c'est le déni total de la science. C'est une attaque frontale contre la science. Depuis le 12 octobre 2025, notre nouvelle ministre de la Santé, c'est Madame Stéphanie Rist, qui est médecin rhumatologue, femme politique, membre du parti Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron. C'est une dame qui a fait Sciences Po Paris en gestion de la santé. Elle a été rapporteure début 2023, rapporteure générale du projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale 2023, qui recule l'âge de départ de la retraite de 62 à 64 ans.
Actuellement, elle travaille sur le traitement de la ménopause. Alors ça, j'imagine qu'elle a peut-être des liens avec l'industrie pharmaceutique, parce que la ménopause, c'est une manne financière que de traiter la ménopause. Cette ministre de la Santé, que pense-t-elle du mouvement MEA? Est-elle informée et vous a-t-elle fait des retours? Non, pour l'instant, on n'a aucune information officielle. Aucun média aux ordres n'en a parlé. Parce que finalement, s'ils parlent de nous, ça nous fait de la pub. Oui. Alors qu'une fois, il y a certaines réunions, ce n'est pas MEA, mais des réunions de réinformation du public sur la crise. Quelquefois, quand c'était médiatisé avant, le lieu de la réunion, le groupe, il y a eu des attaques et des maires qui ont eu des pressions pour interdire la réunion dans leur ville. Une fois, je me souviens, il y avait une réunion, en plus c'était sur la permaculture, les médecines naturelles, la gestion du stress, améliorer le bien-être de... C'était tout à fait pacifique. Il y avait toutes les télés, c'était déchaîné 2 jours avant, les grands journaux, pour dire que c'était une réunion de complotistes anti-vax, alors qu'on ne parlait pas des vaccins spécialement, d'extrême droite et antisémites, alors qu'on n'a jamais parlé des juifs, personne n'était spécialement d'extrême droite. Et dans le village, ils se cachaient quand les gens sont arrivés, parce qu'il y avait beaucoup de monde, plus de 1000 personnes. Ils pensaient que c'était des terroristes, qu'elle allait tout casser dans le village. Parce qu'heureusement, le maire avait maintenu la réunion. Et puis finalement, même les policiers sont arrivés, parce qu'on avait envoyé des policiers pour dire qu'il faut aller mater ces dangereux complotistes d'extrême droite. Et ils ont dit, mais c'est super pacifique, c'est sympa chez vous, il y avait des mamans avec leurs enfants, tout est dans la bonne humeur. Et ça, c'est une désinformation encore qui est récurrente. Donc voilà, cette ministre, je ne la connais pas. Comme il change tous les 6 mois ou plus, j'ai du mal à enregistrer tous les noms. Le dernier dont je me souviens bien, parce qu'il avait un nom de rasoir, il avait, quoi, c'est pas le dernier, mais Rousseau. Non, Braun. Ah, Gillette. Braun. Braun, ah oui, Braun. On n'a pas eu Gillette, heureusement. Non, mais après, ils ont tellement changé. C'est d'ailleurs affolant que ça change tout le temps, là. Oui, mais en plus... moi, je ne connais pas les liens de cette dame avec les lobbies, donc je ne peux pas la juger. Je ne sais pas, on va voir ce qu'elle fait. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, oui. En tout cas, vous êtes confiant avec le docteur Fouché? Ah oui, tout à fait. Louis Fouché, c'est un gars extraordinaire. Il a sacrifié sa carrière alors qu'il est plus jeune que moi, qui ne touche plus un rond. On ne l'a pas réintégré. Et il a gardé la foi, il se bat. Et ça, c'est génial. Et puis Vincent Pavant aussi, qui n'est pas médecin, mais qui est mathématicien, qui est aussi un type extraordinaire et qui se bat pour ne pas détruire les données de santé qui nuisent au gouvernement. Il est en train de se battre contre la censure qui est absolument terrible. Hein. On se croirait vraiment dans l'Allemagne des années 30, avec les autodafés et la répression. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'était un plaisir de partager quelques événements de cette époque qui est assez terrible. Mais je pense que ça ne va pas durer éternellement. Il faut toujours passer par des phases d'ombre et de ténèbres avant de renaître vers la lumière. Moi j'y crois qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sain en médecine. Et s'il faut, je me battrai avec les autres pour ça. Merci à vous. Merci.